Nos ancêtres les Gaulois, ils étaient divisés en tribus. Ils parlaient tous à peu près la même langue, du moins ils arrivaient à peu près à se comprendre. Ils avaient des institutions assez avancées, les tribus élisaient leurs magistrats, disposaient pour la plupart de gouvernements populaires et se réunissaient en conseils généraux. C'est tout cet agencement politique que va venir démolir un étranger venu de la péninsule italienne. Nous sommes sous la fin de la République romaine. Il s'agit du proconsul romain Caius Iulius Caesar, celui que l'histoire va retenir sous le nom de Jules César. Jules César va décider donc de se livrer à une conquête de la Gaule. La guerre des Gaules, comme on le voit, va durer 7 ans. Cette guerre va être conduite d'une façon tout à fait particulière. Un historien du XIXe siècle, Amédée Thierry, raconte l'ignoble stratagème de Jules César pour arriver à ses fins. Depuis le commencement de la guerre, César s'était fait livrer tous les jeunes Gaulois, distingués par la richesse, la naissance ou le rang de leur famille. Et il les gardait près de lui, moins comme des auxiliaires que comme des otages. Étudiant à loisir leur caractère et leur penchant, il s'appliquait à les corrompre par l'ambition, à les éblouir par la gloire, à étouffer en eux tout sentiment patriotique. De cette pépinière de petits tyrans, continue l'historien français, sortaient ces instruments les plus dévoués et les traîtres les plus redoutables à la Gaule. Le proconsul les jetait ensuite sur le point où il voulait exciter des orages. Il leur prodiguait l'argent, il leur prêtait au besoin ses soldats, il préparait par leurs intrigues chez ses alliés les plus fidèles une conquête facile et en apparence moins odieuse que la conquête à force ouverte. En apparence moins odieuse. Jules César a inventé aussi quelque chose, c'est qu'il préfère faire installer l'Empire en Gaule par des Gaulois eux-mêmes qui sont des traîtres à leur patrie. La conquête de la Gaule par les Romains fut d'abord une guerre contre l'âme du peuple gaulois. En 52 avant Jésus-Christ, un jeune chef Arverne parvient à rassembler les gens mourant de faim et les misérables. Ce jeune chef va affirmer aux Gaulois que l'heure est arrivée de se délivrer des Romains. À Gergovie, les différentes tribus gauloises répondent à son appel et lui remettent le commandement suprême de la guerre. Le Rig, il est le chef de 100 têtes, Singedo, et comme il est en plus de ça le chef suprême, c'est le grand chef des 100 têtes, ça veut dire en gaulois en réalité le commandant suprême, le généralissime, c'est le Vercingetorix. On va le connaître ensuite sous un autre nom qui a été latinisé puis francisé, le Vercingetorix. C'était pas son nom de famille, c'était son titre militaire. Le Vercingetorix, c'est le chef des 100 têtes, le grand chef suprême de l'ensemble des tribus gauloises. À Gergovie, donc, il réussit à unifier les tribus gauloises et, comme vous le savez, à battre les Romains. Malheureusement pour lui, il se fera prendre. Mais auparavant, il aura réussi à rendre sa fierté aux Gaulois et à battre et à mettre en échec pendant un certain temps l'Empire. Comme le rapporte Jules César dans la guerre des Gaules, le Vercingetorix avait dit « Cette guerre, ce n'est pas la mienne seulement, c'est la nôtre à tous. C'est la gloire et la liberté de la Gaule. » Le Vercingetorix va se faire encercler à Alésia et donc il est obligé de se rendre. Il va se rendre avec beaucoup de panache. Il veut éviter aux Gaulois qui se sont fait encercler d'être massacrés. César fit grâce de la vie en effet à la garnison d'Alésia. Mais il la réduisit en esclavage. Et tous les prisonniers, ainsi que tous les prisonniers de l'armée des Gaulois extérieurs. Et puis au bout de 6 ans, il a été décapité ou étranglé, on ne sait pas exactement. Un empire, ça n'est pas gentil. Un empire, ça n'est pas gentil. Un empire, ça ne veut pas d'alliés, ni d'égaux. Il fait semblant, bien sûr, d'avoir des alliés et des égaux, mais il ne le veut pas. Un empire, ça veut asservir ceux qui lui cèdent, les transformer en esclaves.
Et un empire, ça veut détruire ceux qui lui résistent. Le 16 janvier 27 avant Jésus-Christ, Octave, qui est le fils adoptif de Jules César, j'en parlais il y a un instant, qui est également son petit-neveu, triomphe de son concurrent Marc-Antoine. Il prend le pouvoir suprême à Rome. Il décide de changer sa propre titulature. Il décide de devenir César Augustus. Augustus, c'est ce adjectif qui a donné le nom de Auguste en français, qui veut dire le divin. Et puis, il va également se prévaloir d'un titre qui est le titre de imperator, qui est le généralissime. Il est assez amusant de voir que imperator, c'est en latin ce que Vercingetorix est en gaulois, si l'on peut dire. Il s'agit d'un titre militaire. Auguste va fonder donc l'empire romain. Et pour asseoir, pour faire le marketing, on dirait à notre époque, de cette créature politique, il va adopter toute une série de symboles, au premier rang desquels un symbole que l'on va retrouver tout au long de l'histoire du monde, qui est le symbole de l'aigle. L'aigle impérial, l'aigle romain. C'est le symbole de l'Empire romain. Ça va devenir, comme on le verra, le symbole de tout empire universel. Cette espèce de volonté d'une nation à un moment ou à un autre de vouloir devenir la maîtresse du monde entier. Ça, c'est la carte de l'Empire romain au moment de sa plus grande extension, c'est-à-dire en 117 après Jésus-Christ, sous l'empereur Trajan. Je me permets d'insister sur un élément très important. Cet empire, même réduit à ce qu'il fut, n'a jamais unifié l'Europe. Il y a des parties entières de l'Europe qui n'ont pas été romanisées. Donc l'Empire romain, c'est un empire méditerranéen. En 476 après Jésus-Christ, l'Empire romain disparaît en Occident, toute la partie de couleur mauve sur cette carte, mais il va subsister pendant presque 1000 ans en Orient, c'est la partie orange. Et cet empire byzantin va prétendre que Constantinople est la seconde Rome, la nouvelle Rome, et va reprendre le motif de l'aigle impérial. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur cette monnaie des objets que l'on va retrouver tout au long de l'histoire. D'abord, on voit un ange qui tient dans sa main gauche, à droite pour nous, l'orbe impérial, c'est-à-dire un globe surmonté d'une croix. C'est le symbole du pouvoir temporel sur l'ensemble de l'univers. Et dans sa main droite, à gauche pour nous, la croix du Christ. C'est le symbole du pouvoir spirituel sur l'ensemble de l'univers. Et donc l'Empire byzantin, l'empereur, va prétendre disposer d'un double pouvoir à la fois temporel et spirituel sur le monde connu, c'est-à-dire sur l'Europe. En 315, Constantin, donc qui va transférer sa capitale à Constantinople, aurait présenté, enfin c'est un faux historique, mais enfin la légende veut que l'empereur Constantin ait transféré au pape Sylvestre son pouvoir sur l'Occident, la primauté sur les églises d'Orient et l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir impérial, au pape Sylvestre. C'est qu'au moment où l'Empire romain s'est effondré, les patriciens romains, les familles nobles romaines, voyant tout leur univers s'effondrer, ont essayé de trouver une structure pour survivre et pour garder leurs privilèges. Et la seule structure qu'ils ont pu trouver, c'était en réalité de se fondre dans le principe de cette religion en plein essor qui était le christianisme. Et donc, à partir du IVe siècle, l'église chrétienne, qui est auparavant une église d'esclaves, c'est une religion des esclaves, ils se réunissent dans des catacombes, ils sont pourchassés, vous connaissez les poursuites faites par l'empereur Néron ou par Dioclétien, donc qui font des martyrs, donc ce sont des persécutés, et cette église de persécutés des 3 premiers siècles va d'un seul coup devenir une église de pouvoir qui va atteindre son sommet à la Renaissance italienne, où on verra des papes qui seront des princes de l'Église, qui crouleront sous les richesses, qui ne respecteront plus en rien les principes des évangiles. Mais donc le pape va s'installer dans les palais laissés vides par les empereurs de Rome et va reprendre leur titre. Avec évidemment ce qui se cache derrière,
c'est que le pape va prétendre avoir une souveraineté à la fois spirituelle et temporelle sur l'Europe occidentale. Alors nous voici arrivés en 476 après Jésus-Christ, l'effondrement de l'Empire romain qui va laisser un véritable traumatisme dans toute l'Europe pendant des siècles et des siècles. En 486, 10 ans seulement après la disparition du dernier empereur romain d'Occident, un Franc, c'est plus un Gaulois, c'est un guerrier franc, qui font donc des tribus barbares qui sont arrivées en Gaule, bat à Soissons Syagrius, qui est le dernier représentant du pouvoir romain en Gaule. Pourquoi ça? Ça veut dire qu'effectivement, à Rome, l'Empire s'est effondré, mais il restait encore par-ci et par-là des provinces qui étaient tenues par des Romains. C'était le cas à Soissons au nord de Paris. 10 ans se passent encore après. Clovis, le chef franc qui a réuni, qui est l'homme fort du pays, décide de se faire baptiser et sacrer à Reims. Ce baptême va avoir 3 conséquences essentielles. D'abord, le soutien de l'Église et des évêques au nouveau pouvoir. Deuxièmement, l'interdiction des mariages claniques. Puisque tout le monde devient chrétien, les évêques vont interdire les mariages claniques. Ça va empêcher la constitution d'ethnie. Et enfin, la 3e conséquence essentielle, l'amalgame qui va être voulu et facilité par la religion entre donc ces tribus barbares franches et le peuple d'origine qui étaient les Gaulois devenus gallo-romains après 5 siècles d'occupation romaine. Et donc le peuple français va ainsi naître de cette fusion entre ces Gaulois devenus gallo-romains après la conquête de César, donc qui étaient restés Gaulois mais qui avaient pris un certain nombre de mœurs et coutumes romaines, et qui vont donc se marier et fusionner avec cette tribu barbare d'origine allemande, on peut dire d'origine germanique en tout cas, qui sont les Francs. On va donc ainsi voir apparaître le peuple français comme un peuple tout à fait original. On avance dans l'histoire et à la fin du 8e siècle, l'un des chefs francs, Carolus Magnus, ça veut dire le grand Charles, que l'on appelle Charlemagne, rassemble sous son autorité une vaste partie de l'Europe occidentale. Je dis une vaste partie, c'est la partie qui est en jaune. Vous voyez qu'on est très loin d'avoir une Europe unie. Néanmoins, pour la première fois depuis des siècles, on a, sous l'autorité d'une seule personne, cette partie de l'Europe occidentale qui a été réunie. Ça mériterait des nuances, bien entendu, parce que nous sommes dans un système féodal. Et c'est alors que l'idée impériale va ressusciter en Occident. Charlemagne décide, sur les conseils des gens qui l'entourent, de ressusciter le mythe de l'Empire universel en Europe occidentale. Les territoires de Charlemagne sont bordés au sud-est par ce qui est actuellement la Croatie, qui dépendent de l'Empire byzantin, et sont bordés au sud-ouest par l'Espagne, qui à l'époque est musulmane, puisque c'est l'émirat de Cordoue. Donc, les terres de Charlemagne sont entourées à la fois par la menace musulmane et par la menace de l'Empire byzantin. L'empereur byzantin prétendant être le seul représentant de l'Empire universel. Et c'est donc, par souci de diplomatie, que Charlemagne va se dire, je vais, moi, prendre la même légitimité que l'empereur de Byzance. Donc il va décider de se faire couronner empereur à Rome. À Rome, à Rome parce que d'abord c'est Rome, et puis ensuite il va avoir l'onction de l'Église. Le pape Léon III est devenu son protégé, parce que vous avez vu sur la carte que Charlemagne a conquis le nord de l'Italie. Et donc le pape Léon III est est aussi son prisonnier. Léon III va donc accepter de couronner Charlemagne, parce qu'il ne peut pas faire tellement autrement, mais il fait un autre calcul politique. Il se dit, si c'est moi qui couronne le nouvel empereur, ça me rehausse moi aussi, puisque le nouvel empereur tiendra sa légitimité de moi, le pape. On va donc avoir la jonction des deux visions impériales, celle du pouvoir temporel et celle du pouvoir spirituel. Et voilà comment se fait représenter, ou du moins comment on représente ultérieurement Charlemagne.
on le représente avec la croix du Christ en main droite et l'orbe impérial en main gauche. Il prend donc exactement les mêmes attributs que l'empereur byzantin. Tout empire périra. Et 43 ans après, cet empire carolingien disparaît déjà. Puisque ce que Charlemagne avait réussi à unifier par la force, dès qu'il meurt, ses successeurs se déchirent. C'est pas ses fils, ce sont ses petits-fils. Et l'histoire a eu cette ruse, c'est qu'il a eu 3 petits-fils. S'il n'en avait eu que 2, il y aurait eu sans doute des millions et des millions de morts en moins. Mais il en a eu 3. Il a eu Charles le Chauve, à qui le traité de Verdun, en 843, accorde la partie occidentale. On va donner à Louis la partie orientale, la Germanie, la Francie orientale, on va l'appeler Louis le Germanique. Et malheureusement, il y en avait un 3e qui s'appelait Lothaire. Et Lothaire, on va lui donner la Francie médiane, c'est-à-dire une côte mal taillée entre les deux, qui va aller des Pays-Bas jusqu'à la Méditerranée. On va l'appeler la Lotharingie. Le 2 février 962, on avance dans l'histoire, un roi de Germanie, un des descendants donc de Louis le Germanique, décide à son tour de relever la couronne impériale. Il s'appelle Othon Ier le Grand. Il décide de ressusciter l'Empire universel et il décide de faire comme l'avait fait en 800 Charlemagne, c'est-à-dire d'aller se faire couronner par le pape, c'est le pape Jean XII à l'époque, le 2 février 962. Il prétend à son tour s'inscrire dans la lignée historique de l'Empire romain et de l'Empire carolingien, et donc il décide de créer le Saint-Empire romain germanique. Il voulait faire de ce Saint-Empire romain germanique l'organisme politique unique de la chrétienté avec une double vocation, celle de regrouper les peuples, les royaumes et les principautés de toute l'Europe chrétienne, et ensuite de les gouverner conformément à la mission spéciale que Dieu lui avait d'après lui confiée. Voici ce que va être à peu près le périmètre de ce Saint-Empire romain germanique qui en fait est une construction féodale et comme symbole, l'aigle à 2 têtes, c'est-à-dire le symbole inventé par Octave Auguste, repris par l'empereur byzantin et relevé par le Saint-Empire romain germanique à son tour, justement pour apparaître en compétition avec Byzance. En 996, le petit-fils d'Othon Ier, qui a créé le Saint-Empire romain germanique, Othon III, est couronné empereur. Et à ce moment-là, il décide d'adopter une héraldique, c'est-à-dire des symboles, sous forme de blason ou d'oriflamme, une héraldique cosmique, c'est-à-dire représentant le ciel. Ça va être une héraldique de couleur bleu-azur, semée d'astres et d'étoiles, symbole de toute puissance céleste. Vous voyez d'ailleurs au passage qu'il a l'orbe impérial. C'est la justification divine de son pouvoir impérial. L'héraldique cosmique bleue aux étoiles d'or va devenir, à partir du Saint-Empire romain germanique, le symbole de la souveraineté divine. Du côté français, pendant ce temps-là, il se passe un événement d'une importance historique considérable. C'est l'avènement d'Hugues Capet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que lorsque Louis V, le carolingien, le roi Louis V, meurt, normalement la couronne devait revenir à son oncle Charles parce qu'il n'avait pas d'héritier direct. Le petit problème, c'est que l'oncle en question s'était reconnu le vassal d'Othon III, de l'empereur d'Allemagne. Celui, justement, qui se fait couronner empereur et qui adopte l'héraldique céleste. Or, les seigneurs francs ne veulent pas d'un roi de France, puisque à l'époque c'est encore une monarchie élective, les seigneurs francs ne veulent pas d'un roi de France qui se soit reconnu le vassal de l'empereur d'Allemagne. Ils décident donc d'offrir le trône à Hugues Capet. Hugues Capet est proclamé roi à Noyon. Il décide de se faire sacrer à Reims, donc de recevoir l'huile et devenir oint du Seigneur selon les rites de la monarchie française. Il fonde la dynastie capétienne qui va régner 861 ans jusqu'en 1848.
cette dynastie capétienne va faire la France, il faut bien voir qu'elle trouve son origine et sa légitimité dans le refus de la soumission à un empire étranger. Pour contrer politiquement le Saint-Empire romain germanique, la monarchie capétienne qui vient de s'établir, Capet vient d'être élu, a besoin d'asseoir sa légitimité. Et les Capétiens, pas exactement Capet mais ses successeurs, vont décider d'adopter eux aussi une héraldique céleste qui va être le symbole de la souveraineté de droit divin, le symbole de ce qui justifie en fait la monarchie française. Et ils vont donc choisir eux aussi un bleu, mais au lieu que ce soit des étoiles, ils vont prendre des fleurs de lys d'or. Pourquoi des fleurs de lys? Parce que ça apparaît dans un des passages célèbres de l'Ancien Testament qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Le lys apparaît comme un symbole de la Sainte Vierge. Donc la monarchie française va se prévaloir, voulant faire en fait un copier-coller, si j'ose dire, de ce qu'avait fait le Saint-Empire romain germanique, reprend la même héraldique, mais trouve autre chose que des étoiles, et prend ces fleurs de lys. Nous voici arrivés en 1214. En 1214, la France est comme ceci, un fromage de Gruyère. Le pays de France est tout petit, c'est vraiment au nord de Paris. Puis voilà le domaine royal, avec ensuite les domaines qui sont ceux des vassaux du roi de France, mais on voit ici qu'il y a beaucoup de domaines qui ne lui appartiennent pas. Tout ce qui est jaune sont des domaines qui sont directement ceux du roi d'Angleterre, et ceux qui sont en vert pâle sont des domaines qui relèvent de vassaux du roi d'Angleterre. Sachons simplement qu'une coalition va se bâtir pour détruire la France, avec d'un côté Jean sans Terre, le roi d'Angleterre, Othon IV, l'empereur germanique, Guillaume Ier de Hollande, Henri, comte de Brabant, Philippe, marquis de Namur, Thibaut, le duc de Lorraine, et Renaud de Damartin, le comte de Boulogne, qui est un ami d'enfance du roi de France, Philippe Auguste. Donc on voit tous ces féodaux. Certains sont rois, l'autre est empereur, les autres sont comtes, ducs ou marquis. Tous ces féodaux font une espèce d'armée européenne avant la lettre, si j'ose dire, qui vont faire une alliance pour détruire le royaume de France. Et en face d'eux, ils ont qui? Ils ont simplement le roi de France. Le roi de France qui est Philippe Auguste. En 1214, à la surprise générale, c'est le roi de France, avec ses vassaux et puis ses troupes, qui arrive à défaire l'ensemble de cette coalition, pourtant très redoutable. Et ce dimanche de Bouvines est resté célèbre dans notre histoire, parce que pour les historiens, c'est probablement en 1214, avec cette bataille, et avec l'immense satisfaction du peuple qui en a suivi, qui est apparu pour la première fois un premier sentiment, réellement un sentiment d'union nationale en France autour de son souverain. D'ailleurs, Philippe Auguste va étendre considérablement ses conquêtes. Vous voyez ici en 1180 le domaine royal en bleu, les fiefs mouvants de la couronne, c'est-à-dire ceux qui relevaient quand même de sa couronne, mais de vassaux qui est de cette couleur un petit peu vert kaki. Et puis en rouge les fiefs du roi d'Angleterre. Vous voyez que à la mort de Philippe Auguste en 1223, le domaine royal s'est considérablement étendu et les fiefs du roi d'Angleterre ne concernent désormais plus que, en gros, l'Aquitaine. Donc Philippe Auguste va apparaître comme l'un des très grands rois de France, un des principaux à avoir formé notre pays. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Il aurait pu ne jamais y avoir de France. Si la France avait été défaite, c'en eût été fini. La France est une construction politique, et ça c'est un élément capital. La France et les Français ont été créés par un État, et par un État monarchique. Dès qu'un problème surgit, les Français de toutes opinions se tournent aussitôt vers l'État et vers son chef. Et c'est quelque chose qui nous distingue de façon totalement fondamentale d'autres pays, comme par exemple les États-Unis d'Amérique, ou l'Allemagne, qui ont une histoire totalement différente. Les Français de toutes opinions se tournent toujours vers l'État et vers le chef de l'État dès qu'il y a un problème. Chez nous, affaiblir l'État, c'est affaiblir la France. Saint Louis va institutionnaliser la justice royale.
Vous connaissez tous cette image de Saint-Louis sous son chêne rendant la justice au château de Vincennes. Au-delà de l'image d'Épinal, il y a quelque chose qui est très important que les Français vont assimiler, c'est que l'État est le garant de la justice. L'État doit absolument être juste. Et si l'État en France n'est pas juste, s'il y a injustice, à ce moment-là, les Français se révoltent. Saint-Louis va moraliser la vie publique et va protéger les faibles. Les Français vont engrammer l'idée que l'État est là pour protéger les faibles. Saint-Louis va poser le principe des établissements de commun profit qui sont les premiers ancêtres du service public. L'idée d'un État qui assure la justice, qui protège les faibles, qui assure un service public, ce sont des idées qui remontent au XIIIe siècle, qui ont 700 ans d'âge. Et puis nous voici arrivés à Philippe le Bel. Philippe le Bel, c'est Philippe IV. Et Philippe IV, pour assurer la souveraineté et l'indépendance de la France, il a besoin d'argent. À l'époque, les rois, les monarques, les princes n'ont pas d'armée nationale. Ils ont des armées de mercenaires qu'ils payent. Ils achètent des soldats, et puis si les soldats sont mal payés, ils vont ailleurs. Pour assurer son armée, pour acheter du matériel militaire, pour avoir des soldats, Philippe le Bel, qui a des besoins d'argent, fait rogner dans les ateliers royaux les pièces qui sont émises pour, sur le pourtour, récupérer un petit peu d'argent, ou un petit peu d'or selon les pièces. Et si vous rognez quelques dixièmes de grammes sur chaque pièce, au bout de 50 ou 100, si vous pouvez par exemple faire 3 pièces en rognant 100. Les 100 premières pièces n'ont plus le même aloi, comme on dit, c'est-à-dire le même poids. Si vous y réfléchissez bien, si vous créez 3 nouvelles pièces en rognant 100, c'est exactement une dépréciation monétaire de 3%. Et c'est ça qui fait scandale à l'époque, parce que Philippe le Bel fait ça en disant « le roi est empereur en son royaume ». C'est parce que je n'accepte aucune suzeraineté sur le royaume de France que j'ai besoin d'assurer mon armée et son armement. Alors ça fait scandale à l'époque. En 1302, le poète florentin Dante Alighieri écrit un poème qui est très célèbre dans toute l'histoire de la littérature mondiale, qui s'appelle la Divine Comédie. La Divine Comédie, c'est un truc assez curieux, puisque c'est un poème très très long, mais qui présente une particularité, c'est que le poète il décrit ses contemporains en les plaçant en enfer, ou au paradis, ou au purgatoire. Et comme Dante, lui, est un soutien du Saint-Empire romain germanique, et qu'il n'aime ni le roi de France, puisque le roi de France ne veut pas se soumettre au Saint-Empire, ni le pape, puisque lui, c'est un Florentin, il est favorable à la suzeraineté de l'empereur, eh bien Dante, dans sa Divine Comédie, va placer en enfer à la fois le roi de France et le pape. Il faut quand même le faire. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 1302, on va placer le roi de France en enfer parce qu'il déprécie sa monnaie au motif qu'il veut assurer son indépendance nationale. Être français, c'est avoir la liberté de sa politique monétaire pour assurer l'indépendance de la France. Ça fait 708 ans. Ça fait 708 ans qu'on reproche à la France de vouloir avoir sa propre monnaie. Alors, les événements se tendent entre Philippe le Bel et le pape. Le pape, c'est Boniface VIII à l'époque. Donc en 1303, l'année suivante, Philippe le Bel n'accepte pas les prétentions de la papauté à faire, à diriger la France, ou en tout cas à y nommer des évêques et à y prélever des impôts ecclésiastiques. Donc, Philippe le Bel décide d'utiliser la manière forte. Il envoie un de ses fidèles, Guillaume de Nogaret. Le pape s'est réfugié ici, dans cette église, à Anagni. Et en 1303, donc, Guillaume de Nogaret, l'envoyé de Philippe le Bel, avec quelques hommes de main, arrive et se met à frapper à mort le pape. Le pape qui va d'ailleurs mourir quelques jours après de ces violences qui ont été soumises. Le pape en meurt, ce qui va mettre fin aux prétentions pontificales de domination de la France. En 1356, le roi de France de l'époque, Jean le Bon, est fait prisonnier par les Anglais à la bataille de Poitiers. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Et donc,
nous sommes en pleine période médiévale, le roi de France est fait prisonnier, et qu'est-ce qui va se passer? Il va être emmené en prison en Angleterre, et les Français se retrouvent sans roi, sans souverain. Mais d'un seul coup, les Français se rendent compte que leur roi n'est plus le roi. Le roi est prisonnier. Et les Anglais, comme nous sommes à l'époque médiévale, demandent en fait une rançon. Donc ils disent, on vous rendra le roi de France. Alors il est prisonnier, mais dans des conditions très confortables, parce que on est entre princes, mais il n'a pas le droit de sortir du territoire britannique. Et donc, les Anglais disent, il nous faut Calais, il nous faut des terres en Guyenne, etc., en Normandie, et on vous rendra le roi de France à condition que vous payiez une rançon. Et donc, cette rançon est considérable, elle doit être payée en or. Le jeune dauphin Charles, le futur Charles V, qui sera un des grands rois de France, est très jeune. On se demande ce que va devenir le royaume de France, et on va avoir à ce moment-là un phénomène spontané qui va se produire. C'est que dans toutes les villes de France, ceux qui ont de l'argent, les bourgeois, qui habitent dans les bourgs, ceux qui en ont moins, eh bien, donnent tous un petit quelque chose. Et on rassemble tout cet argent pour accumuler la rançon. Avec cet argent, on va acheter de l'or. On va convertir cet argent en or, et on va donc frapper une monnaie qui va être celle-ci, et qui va permettre de payer la libération du roi. La libération du roi, on va représenter le roi sur cette pièce en or, et on va l'appeler le franc à cheval. Le long du listel, Johannes Dei Gratia Francorum Rex. Jean, par la grâce de Dieu, roi des Français. Et puis, on voit à l'intérieur, n'est-ce pas, de ce cercle, on voit le roi de France, on le voit avec son aume, sa couronne, on voit le manteau fleur-de-lysée qu'il porte, il est sur un cheval, mais le cheval, il a une particularité, comme vous le voyez. Le roi porte une épée, l'épée sort du cercle virtuel que je mentionne sur la pièce, enfin qui existe bien sur la pièce, et puis vous voyez les pattes de devant du cheval sortent du cercle, et puis également les pattes de derrière. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le roi est libre de sa prison. C'est ça que veut dire cette pièce admirable. Et on va donc appeler cette pièce le franc, puisque franc, ça veut dire libre. La première pièce de 1 franc apparaît ainsi en 1360. La naissance du franc pour libérer le souverain. Être français, c'est avoir sa propre monnaie pour être libre. Je crois qu'on a d'ailleurs l'une des seules monnaies au monde qui s'appelle le libre. On avance maintenant dans l'histoire et nous voici arrivés à une autre période charnière de notre histoire. L'empire des Habsbourg au temps de Charles Quint. Nous sommes au début du XVIe siècle. Tout ça, c'est ce dont hérite Charles Quint de Habsbourg, qui va être, comme vous le savez, le grand rival de François Ier. Il est né en 1500. Et voilà qu'en 1519, l'empereur du Saint-Empire romain germanique meurt, et qu'il y a une élection. Je vous ai dit que le Saint-Empire romain s'était transformé en un système électif. Et qui est élu à la tête du Saint-Empire romain germanique, qui est une structure féodale qui vient au-dessus d'un certain nombre de ces États et d'autres? Eh bien, c'est Charles Quint, qui est non seulement l'héritier de la famille de Habsbourg, mais qui devient de surcroît l'empereur du Saint-Empire romain germanique le 28 juin 1519. Il a 19 ans. Donc Charles Quint est à la tête de cette espèce d'énorme conglomérat politique de l'Europe occidentale. Et comme vous le voyez avec cette carte que j'ai bâtie pour vous, où on fait se superposer les différentes possessions de Charles Quint et les endroits où il a le pouvoir, vous voyez qu'il y a un pays qui est très 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 mal à l'aise. C'est effectivement la France. La France qui d'un seul coup se sent encerclée. Parce que par ailleurs, Henri VIII, le roi d'Angleterre, fait alliance avec Charles Quint. François Ier avait tout fait pour que ça ne soit pas le cas. Vous avez peut-être entendu parler de l'entrevue du camp du Drap d'Or. François Ier avait mis les petits plats dans les grands pour essayer de s'amadouer Henri VIII. Eh bien non. Henri VIII d'Angleterre décide de faire alliance avec Charles Quint. Et donc, le résultat de ça, c'est que François Ier est complètement encerclé. Peut-être que la France va disparaître, encore une fois, dans une espèce d'empire européen. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, la seule possibilité qui reste à François Ier, c'est de trouver une alliance de revers.
Il va la trouver d'abord avec des princes protestants, puisque le protestantisme se développe la même année, à partir de 1519, avec les thèses de Luther, donc qui vont affaiblir de l'intérieur les possessions de Charles Quint. Et donc François Ier, tout en étant le roi très chrétien, c'est sa titulature officielle, tout en étant un catholique, va faire alliance avec les princes protestants parce que c'est ce qui affaiblit de l'intérieur son ennemi, Charles Quint. Mais ça ne suffit pas et François Ier regarde quelles sont les autres alliances qu'il peut faire. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une seule qui s'impose. C'est Soliman le Magnifique, c'est-à-dire l'héritier de l'Empire ottoman, le sultan de Constantinople, celui qui a battu et qui a détruit l'Empire byzantin en 1453 par Mohamed II. Donc Soliman est le descendant de Mohamed II. Et donc, scandale dans la chrétienté. Le roi très chrétien, le français, va faire alliance avec le grand turc. Être français, c'est donc nouer des alliances avec le monde entier sans considération d'appartenance continentale ou religieuse pour sauvegarder la liberté de la France. En 1571, il y a la célèbre bataille de Lépante contre le Grand Turc, où l'on va avoir une première armée européenne constituée. La bataille de Lépante, ça se passe près de Patras en Grèce. Il y a les flottes combinées du pape Pie V, puisqu'à l'époque le pape fait la guerre, il a toute une armée, de l'Espagne, de la République de Venise, de la République de Gênes, d'autres États italiens, des États de Savoie, des chevaliers de Malte. Le tout est réuni sous le nom de la Sainte Ligue. Et donc, à cette bataille de Lépante qui va marquer le coup d'arrêt à l'expansionnisme ottoman, et cette bataille est dirigée par Don Juan d'Autriche, qui est le fils naturel de Charles Quint. Et donc, cette bataille de Lépante se traduit par une défaite complète pour les Ottomans, qui perdent 260 navires sur les 300 qu'ils en avaient. Donc, leur flotte est pratiquement entièrement anéantie. L'ensemble de l'Europe se met à glorifier Don Juan d'Autriche et la Sainte Ligue. L'ensemble de l'Europe, sauf la France. Parce que la France ne voit pas d'un bon œil l'affaiblissement de son allié. Si l'on avance encore un peu, dans les années 1676-1687, le nouveau pape Innocent XI veut une nouvelle fois unir la chrétienté sous le contrôle pontifical. Il va donc faire alliance avec l'empereur germanique, qui à l'époque est Léopold Ier, et qui est d'accord, mais à condition d'être considéré comme le chef du peuple chrétien. On est toujours sur le même schéma depuis l'an 800. Rappelez-vous, Léon III, Charlemagne, en 1676, Innocent XI, Léopold Ier. L'un prétendant avoir la souveraineté temporelle sur l'Europe, c'est l'empereur, l'autre la souveraineté spirituelle. Et l'un et l'autre étant d'ailleurs d'accord pour mettre la main sur la France. Il y en a un qui ne l'entend pas de cette oreille, à chaque fois, eh bien, c'est le très chrétien, c'est le roi de France. En l'espèce, c'est Louis XIV. Louis XIV s'oppose à cette double mainmise, il impose ce qu'on va appeler le gallicanisme, c'est-à-dire que désormais, d'abord il s'octroie un droit de veto sur les nominations des papes, sur les élections, et accessoirement, il décide que désormais, toutes les nominations d'évêques devront lui être soumises. Du coup, il est excommunié par Innocent XI en 1687. 9 des plus grands rois de France, ainsi que Napoléon Ier, ont préféré être excommuniés plutôt que de se plier aux exigences du pape. Être français, c'est donc se libérer de toute puissance étrangère, qu'elle soit temporelle ou spirituelle. Ça, c'est un point important à comprendre. C'est cette lutte constante au cours des siècles et des millénaires, y compris de nos rois, contre toute ingérence étrangère, fût-elle venue de Rome et du pape. Le règne de Louis XIV se termine très mal, vous le savez, après les victoires du début. La fin du règne de Louis XIV est assombrie par des quantités de deuil dans la famille royale et surtout par des séries de désastres militaires. En 1709, c'est peut-être l'une des plus terribles. L'année terrible, le vin gèle sur les tables à Versailles, il fait extrêmement froid. Il y a les Français, il y a des disettes, des famines, il y a beaucoup de morts. Et il y a une bataille, la bataille de Malplaquet, le 11 septembre 1709, qui se termine comme un très mal pour la France. Et à ce moment-là, à la surprise générale, il y a donc 12 000 soldats morts côté français, 20 000 du côté de la coalition austro-anglaise. C'est pourtant une défaite pour la France. Le peuple français, pourtant épuisé par les famines, fait quand même bloc derrière
son roi. C'est-à-dire qu'au moment où la France risque d'être entièrement submergée par les forces européennes, le peuple français est capable d'exploits en cas d'extrême danger pour la patrie. Et vous le savez, in extremis, le règne de Louis XIV se terminera d'une façon qui sauvera la France. Charles VI, le bien-aimé, vous savez qu'il est roi de France à la fin du XIVe siècle, et puis lors d'un voyage dans une forêt en Bretagne, d'un seul coup, il est saisi d'un coup de folie. Il est donc sous tutelle, il n'est pas vraiment capable de diriger le royaume, et donc il est entouré d'une espèce de conseil de régence où se battent et se télescopent plusieurs féodaux. Notamment, il y a Louis d'Orléans, qui est son frère unique, qui est le chef du parti des Armagnacs, c'est-à-dire qu'il est chef de ce qu'on va appeler le parti national. Et puis, au sein du conseil de régence, il y a le duc de Bourgogne, qui est un des grands féodaux et qui, lui, ne rêve que d'une chose, eh bien, c'est de mettre la main sur le trône de France. Alors voici que la guerre intestine redémarre, et en 1407, c'est l'assassinat de Louis d'Orléans, donc le chef des Armagnacs, le frère unique de Charles VI, qui est assassiné rue Vieille du Temple à Paris. C'est le 23 novembre 1407 et c'est à la demande du duc de Bourgogne. Alors, le parti bourguignon triomphe à la cour de France, mais c'est un triomphe qui est provisoire, puisque 12 ans après, c'est l'assassinat du duc de Bourgogne à son tour. Le parti Armagnac se venge du parti bourguignon, qu'on va appeler le parti de l'étranger, et le duc de Bourgogne, Jean sans peur, est assassiné au pont de Montereau le 10 décembre 1419, au cours d'une entrevue avec le dauphin Charles, le futur Charles VII. Donc cette lutte entre les Armagnacs et les Bourguignons va se poursuivre, mais Charles VI est décidément de plus en plus incapable, et il est entouré dans son entourage le plus proche par deux fortes personnalités. La première, c'est Philippe III, le nouveau duc de Bourgogne, le fils de Jean sans peur qui vient d'être assassiné au pont de Montereau, et qui est donc l'héritier du duché de Bourgogne. Et puis l'autre personne qui l'entoure, c'est sa propre femme, Isabeau de Bavière, la reine de France. La reine de France dont on dit que peut-être, elle a eu des faveurs coupables avec le duc de Bourgogne, et que peut-être le dauphin n'est pas le fils de Charles VI. Donc ces rumeurs empoisonnent l'ensemble de la vie politique à l'époque. Nous sommes dans cette situation. Vous voyez ici le royaume de France, avec l'Angleterre qui a des possessions considérables et qui fait la jonction avec le duc de Bourgogne qui a des possessions aussi bien en Bourgogne que dans les Pays-Bas. Donc la France est quasiment coupée en morceaux. Le dauphin s'enfuit, ici, dans cette partie verte, et va se réfugier à Bourges. Quant à son père, Charles VI, il va décider de signer un des traités les plus honteux, qui est le traité de Troyes, qui va être signé en 1420. Ce traité de Troyes prévoit que lorsque lui, Charles VI, sera mort, la France deviendra l'héritage de Henri VI, le roi d'Angleterre et de France. D'ailleurs, il prend les monarques britanniques ont toujours à la fois le lion britannique et puis la fleur de lys. Il faudra attendre la reine Victoria dans la seconde moitié du XIXe siècle pour que les monarques britanniques retirent les fleurs de lys et ne se fassent plus appeler roi de France, puisque jusqu'à la reine Victoria, y compris, les rois d'Angleterre se faisaient appeler également roi de France. Et c'est la reine Victoria, pour faire plaisir à Napoléon III, qui retirera cette affaire. Et donc, Charles VI décide de déshériter son propre fils au profit des Anglais. C'est le triomphe du parti de l'étranger. Et dans ce triomphe, il y a des Français pour applaudir, notamment l'évêque Cauchon, l'évêque Pierre Cauchon, qui n'est pas seulement évêque, il est le recteur de l'université de Paris, le recteur de la Sorbonne. C'est l'une des têtes de l'intelligentsia parisienne, comme on dirait de notre époque. Être français, c'est donc savoir que les élites peuvent trahir la France. Et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît cette position de certains juristes. Le roi appartient à la couronne et non pas l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi n'a pas le droit de tout faire. Il n'a pas le droit de tout faire. On est en train de quitter le Moyen-Âge.
Avant, on avait le droit, les petits-fils de Charlemagne, on coupe en morceaux le truc, chacun se répartit comme si c'était une propriété privée. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, des légistes en France disent non, le roi appartient à la couronne et non pas l'inverse, c'est pas la couronne qui appartient au roi. Arrive à ce moment-là cet épisode extraordinaire. Jeanne d'Arc, elle a 15 ans, 16 ans, c'est une Lorraine. C'est une histoire vraie. Certains disent qu'elle n'a pas existé. Si, elle a existé, bien sûr. On connaît même les minutes de son procès. Elle entend les voix dans son village, à Domrémy. Elle va voir le seigneur de Baudricourt et elle a 17 ans. Elle s'habille, elle part avec quelques soldats parce qu'on est encore dans un monde mythico-religieux. Le seigneur de Baudricourt, il croit que la pucelle, cette jeune fille de 16 ans, elle a vraiment entendu la Sainte Vierge. Et elle va voir le dauphin, qui n'est pas très charismatique. Qui s'est réfugié à Bourges, il sait que le royaume risque de lui être pris, et elle va lui conseiller un truc incroyable. D'abord, elle arrive à franchir les lignes ennemies, elle se met à genoux devant le dauphin, elle dit « Mon Seigneur et mon Maître ». Donc ça, c'est un premier événement capital, parce que pour les gens de l'époque, elle est inspirée par la Sainte Vierge et elle reconnaît en le dauphin le futur roi. Ça veut dire que pour les croyants de l'époque, c'est la preuve qu'il est bien le fils de son père et non pas un bâtard comme la rumeur en avait couru pour justifier qu'il soit déshérité. Et puis elle a un deuxième coup de génie, elle lui dit « Il faut bouter les Anglais hors de France et il faut que vous veniez être oint du Seigneur ». Elle va donc lui suggérer, et c'est ça le côté génial de toute cette opération, elle va lui suggérer de retraverser les lignes anglaises pour aller jusqu'à Reims, pour être fait sacré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire parce que l'évêque de Reims, depuis Clovis, c'est celui qui sacre les rois de France. Et donc, le dauphin Charles va y aller, l'opération va réussir, ce qui pour les gens de l'époque est une autre preuve d'intervention divine, et il est sacré, oint du Seigneur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au même moment, le roi d'Angleterre est mort, que le jeune héritier, lui, n'a pas eu le temps de faire la même chose. Et donc, c'est le premier arrivé, premier servi. Le dauphin, apparaît que son père est mort, se fait sacrer roi de France avant l'anglais. Et donc, ça y est, il a la légitimité, il a été reconnu par la pucelle qui est inspirée par la Vierge, et en plus, il a la légitimité de l'Église. Et ça va complètement renverser l'histoire de France. Alors, il va y avoir, elle va se battre à Orléans, elle va libérer l'Orléans des Anglais, puis elle va monter, puis vous savez qu'à Compiègne, elle va être prise. Et puis vous savez que l'évêque Cochon va demander aux Anglais qu'elle soit jugée et brûlée vive comme sorcière, ce qui aura effectivement lieu. Mais de toute cette histoire, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est qu'être français, c'est savoir se mobiliser contre les dirigeants traîtres à la patrie pour sauver la France lorsqu'elle est en danger de mort. La trahison des dirigeants est chez nous quelque chose de malheureusement régulier. J'en dirais deux exemples avant de passer à la suite. Peu connus, Charles III, connétable de Bourbon, un des très grands personnages du royaume, qui passe au service de Charles Quint en 1523 pour empêcher que son fief, donc dans le Bourbonnais, ne tombe dans le domaine royal. Il se bat contre les Français, il envahit la Provence, il assiège Marseille, et c'est lui qui fait prisonnier François Ier à la bataille de Pavie, le roi de France. En 1745, une des plus grandes victoires françaises, la victoire de Fontenoy. La victoire de Fontenoy, où s'illustre notamment le maréchal de Saxe. C'est la fin de la guerre de succession d'Autriche. La superbe victoire française de Fontenoy aurait permis à la France, très logiquement, de demander, comme ça se faisait à l'époque, de s'emparer de telle ou telle possession, et on avait envisagé pour elle qu'elle s'empare des Flandres et du comté de Nice. Sauf que voilà, nous sommes en 1745 et à l'époque, la monarchie, elle est dirigée par Louis XV et par la Pompadour. Et Louis XV et la Pompadour préfèrent privilégier Frédéric II, roi de Prusse. Le roi dit, Louis XV dit, je fais la paix en roi et non en marchand. Au traité d'Aix-la-Chapelle de 1748, donc après cette fabuleuse victoire de Fontenoy, nous allons avoir le résultat suivant. Marie-Thérèse est confirmée comme impératrice d'Autriche. Frédéric II se voit reconnaître
la souveraineté sur la Silésie et il commence à bâtir la Grande Prusse. Et puis la France, elle a quoi dans toute cette histoire? Eh bien la France n'a rien. Celle qui a vaincu tout le monde, n'a rien. Il en restera dans la mentalité française une expression « nous nous sommes battus pour le roi de Prusse ». Et c'est inquiétant parce que d'un seul coup, les Français ne comprennent plus ce qui se passe. Ils ont eu une bataille merveilleuse, ils se saignent aux 4 veines et ils découvrent que Louis XV, le roi, la Pompadour, tout ça vivent dans un autre univers que le leur. Voici ce qu'écrit un observateur de l'époque. C'est quelque chose de terrible. Il s'était établi chez toutes les nations l'opinion qu'il n'y avait plus en France ni force ni ressources. L'envie, qui jusque-là avait été le mobile de la politique de toutes les cours à l'égard de la France, dégénéra en mépris. Le cabinet de Versailles n'avait ni crédit ni influence dans aucune cour. Au lieu d'être, comme autrefois, le centre de toutes les grandes affaires, il en devint le paisible spectateur. On ne comptait même plus pour rien son suffrage ni son approbation. Et puis au même moment, on apprend d'un seul coup que la France devient l'allié de la maison d'Autriche, l'ennemi d'hier. On marie le petit-fils de Louis XV, pas le fils, puisque le grand dauphin est mort avant son père, comme vous le savez, et donc c'est Louis XVI et le petit-fils de Louis XV, le futur Louis XVI, le dauphin, on le marie à une des filles de l'impératrice d'Autriche, Marie-Antoinette. D'un seul coup, les Français ne comprennent plus ce qui les gouverne. On a tout donné au roi de Prusse, avec la bataille de Fontenoy. Donc, a priori, on était les alliés du roi de Prusse contre l'Autriche. Et voici que maintenant, il y a un renversement d'alliance et nous voici maintenant à faire alliance avec la maison d'Autriche. Alors ça rend encore plus scandaleux ce qui s'est passé au traité d'Aix-la-Chapelle. Les Français ne comprennent plus ceux qui les gouvernent. Ils ont le sentiment d'un gouffre qui se creuse. Ils ont le sentiment que les dirigeants français vivent dans un monde irréel, une sorte d'international des cours, qui ignore tout de leurs problèmes quotidiens et qui les méprise. Ça vous rappelle rien? C'est ainsi qu'arrive un épisode décisif de notre histoire, qui est la conquête de la souveraineté nationale. C'est le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille où c'est un symbole, il n'y a plus que 7 prisonniers, mais le symbole tombe et c'est l'absolutisme royal qui tombe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le 17 juillet 1789, 3 jours après, le 8e prince de Condé, à gauche, et le comte d'Artois, à droite, l'un des héritiers putatifs de la couronne, et le prince de Condé, qui est l'un des très grands princes du sang, quittent la France dès le 17 juillet 1789 pour aller chercher aide et renfort auprès des étrangers contre le peuple français. Et ce qu'il est important aussi de bien saisir, en juillet 1789, si le peuple français avait attendu le soutien et la révolte concomitante des autres peuples d'Europe, si les Français avaient voulu d'abord attendre le soutien de tous ces peuples avant de s'emparer de la Bastille, et que croyez-vous qu'il se serait passé? Il se serait passé rien du tout. La Bastille n'aurait jamais été prise, elle serait peut-être encore là de nos jours. La nuit du 4 août, avec l'abolition des privilèges, le 14 juillet 1790, avec la fête de la Fédération. La fête de la Fédération, ce sont les représentants de toutes les provinces françaises qui viennent sur le champ de Mars acclamer, là c'est l'autel de la patrie, on acclame le roi. Tout le monde pense que la révolution est terminée. Et on acclame le roi, pourquoi? Parce que le roi prête serment. Il va prêter serment d'être fidèle à la nation et à la loi, notamment au moment de la création de la première constitution française, le 14 septembre 1791. Ici, on voit Louis XVI sur cette médaille qui prête serment, il y a marqué Constitution, 14 septembre 1791, et vous voyez d'ailleurs ce qu'il y a également marqué tout autour, je jure d'être fidèle à la nation et à la loi. La nation, c'est le peuple qui a pris sa souveraineté. Et si vous retournez cette médaille,
Voilà ce qui est écrit dessus, sur cette première médaille qui représente donc la première constitution française. C'est la parole de Louis XVI. Le vœu du peuple n'est plus douteux pour moi. J'accepte la Constitution. Une constitution, ça n'est pas un simple texte qui réglemente le fonctionnement des pouvoirs publics. C'est pas du tout ça à l'origine. C'est une loi fondamentale qui est imposée par le peuple à ses gouvernants pour encadrer et limiter le pouvoir des gouvernants et pour empêcher le retour à la dictature. Le drame va se nouer, comme vous le savez, parce que le roi a approuvé la Constitution, il a juré la Constitution, donc tout va très bien. A priori, on devrait être devenu une monarchie constitutionnelle comme les Britanniques. Oui, sauf que voilà, c'est que le roi, en réalité, n'accepte pas la situation. En réalité, il joue un double jeu. Et voici que le peuple de Paris va recevoir ce qui va faire chuter la monarchie, c'est-à-dire le manifeste du duc de Brunswick. Le duc de Brunswick, c'est celui qui est à la tête des armées coalisées. Et voici ce qu'il écrit. Il écrit donc aux autorités parisiennes, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et Sa Majesté le Roi de Prusse appellent et invitent à retourner sans délai aux voies de la raison, de la justice, de l'ordre et de la paix. C'est dans ces vues que moi, sous-signé général commandant en chef des deux armées, déclare que les généraux, etc., des troupes de ligne françaises sont tous sommés de revenir à leur ancienne fidélité et de se soumettre sur le champ au roi de France, leur légitime souverain. Que la ville de Paris et tous ses habitants, sans distinction, sont tenus de se soumettre sur le champ et sans délai au roi, de mettre ce prince en pleine et entière liberté, de lui assurer ainsi qu'à toutes les personnes royales l'inviolabilité et le respect auquel le droit de la nature et des gens oblige les sujets envers leur souverain. Enfin, etc., etc. Que si le château des Tuileries, à Paris, où est réfugiée la famille royale, est forcé ou insulté, que s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté, le roi, la reine et la famille royale, s'il n'est pas pourvu immédiatement à leur sûreté, à leur conservation, à leur liberté, elles en tireront donc nous, les majestés, le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche, en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale et les révoltés coupables d'attentats au supplice qu'ils auront médité. Enfin, leur majesté, ne pouvant reconnaître pour loin en France que celles qui émaneront du roi jouissant d'une liberté parfaite, protestent d'avance contre l'authenticité de toutes les déclarations qui pourraient être faites au nom de Sa Majesté très chrétienne en tant que sa personne sacrée, mais celles de la reine et de toute la famille royale, ne seront pas réellement en sûreté. C'est un texte qui est insuffisamment connu, alors qu'il a un rôle absolument décisif dans notre histoire. C'est le manifeste donc qui est signé Charles-Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick-Lunebourg, donné au quartier général de Coblence le 25 juillet 1792. Si vous l'avez bien lu, c'est l'Europe coalisée qui dit aux Français ce qu'il faut faire, qui dit que les lois qui ont été votées par la représentation nationale ne valent rien et qu'il faut rétablir le roi dans ses anciennes prérogatives. Alors c'est connu à Paris aux alentours du 28-29 juillet 1792, ça se répand dans tout Paris. Et puis qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe l'effet exactement inverse, c'est-à-dire que la population parisienne, la populace, se rue aux Tuileries, envahit le château des Tuileries, qui n'existe plus depuis, qui a été brûlé en 1870, et puis place la famille royale en état d'arrestation, et les gardes qui étaient censés défendre le roi se retournent contre la famille royale. Donc il va se réfugier à l'Assemblée nationale, et puis assez rapidement il va être mis à la prison du Temple. Et quand on va découvrir, quelques mois après, l'armoire en fer où on découvre la correspondance secrète de Louis XVI avec les émigrés de Coblence, le sort du roi est scellé. Le procès va s'ouvrir en janvier 1793. C'est pas parce qu'il était roi qu'il va être condamné à mort et guillotiné, c'est parce qu'il est parjure. C'est pas parce que la révolution paraissait terminée en 1790. Si Louis XVI a été exécuté, si la monarchie s'effondre, c'est parce que le peuple français découvre ahuri que le roi est parjure et qu'il a préféré faire le jeu de l'étranger contre le jeu du peuple français. Ça va donc être l'effondrement de cette monarchie qui avait été fondée par Hugues Capet, vous vous rappelez. On va voir donc le drapeau
de la monarchie française, qui est celui-ci, c'est la chute de la monarchie, et le drapeau va perdre sa souveraineté céleste. Le voici devenu le drapeau français. C'est le bleu et le rouge de la ville de Paris, qui sont Saint-Denis et Saint-Martin, les protecteurs médiévaux de la ville de Paris. Et le bleu et le rouge, qui représentent en réalité, en matière héraldique, désormais, la droite et la gauche. Et puis, le blanc au centre, qui a perdu les fleurs de lys, ça représente la souveraineté, le pouvoir est à conquérir. Il n'y a plus les fleurs de lys d'or. Ça veut dire que la souveraineté n'est plus céleste. Désormais, c'est une souveraineté qui est la souveraineté de la nation, la souveraineté du peuple français, et c'est successivement la droite et la gauche qui concourent pour essayer d'obtenir la souveraineté et la conduite des affaires. C'est ça que veut dire ce drapeau admirable qui d'ailleurs va faire le tour du monde. Comme vous le savez, c'est très probablement l'un des drapeaux les plus connus au monde. Et vous savez que dans la foulée, au moment où la famille royale est placée en état d'arrestation, eh bien à ce moment-là, le duc de Brunswick-Lunebourg fonce avec ses troupes, puisque justement les Français lui ont répondu par un bras d'honneur, justement en faisant le contraire de ce qu'il avait exigé. Et donc vous savez que le peuple français va d'un seul coup se lever en masse, et que nous allons avoir cette bataille extraordinaire qui est la bataille de Valmy du 20 septembre 1792. On pensait que la France allait disparaître. Eh bien non. Comme à Bouvines, c'est l'Europe coalisée qui en fait est boutée par les Français qui sont les sans-culottes. Être français, c'est faire triompher la volonté du peuple français contre l'Europe coalisée. Alors notre 6e chapitre, c'est que cette conquête de la souveraineté nationale n'est pas allée de soi, et qu'elle ne va toujours pas de soi, et que dans la suite des événements, c'est la lutte entre la souveraineté de droit divin et la souveraineté nationale. La Première République, le consulat, jusqu'en 1804, conserve le drapeau de la souveraineté nationale. Le bleu, le blanc et le rouge, le bleu et le rouge qui sont là pour concourir, pour essayer d'assurer la souveraineté, cette souveraineté qui a perdu ses fleurs de lys. Seulement voilà, Bonaparte, après avoir été le général Bonaparte, le héros des guerres d'Italie, le sauveur de la République, eh bien malheureusement Bonaparte va décider de faire comme Charlemagne, de faire comme Othon Ier. Il va tomber lui aussi dans le mythe de l'Empire universel. Napoléon Ier va reprendre le symbole de l'aigle, lui aussi. Et regardez ce portrait de Napoléon. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a sous sa main droite? Vous le voyez, eh bien c'est aussi l'orbe impérial. Donc cette fois-ci, c'est la France qui tombe dans cette illusion de l'Empire universel. Le Premier Empire va garder le drapeau bleu, blanc, rouge, mais voici réapparaître des symboles de l'héraldique céleste. Le N en or, les aigles en or, les abeilles en or. Tous ces symboles qui signifient qu'en réalité, Napoléon est en train d'en finir avec la souveraineté nationale et de créer sa propre dynastie qui a besoin d'une souveraineté céleste pour se justifier, c'est-à-dire pour justifier au peuple qui n'a plus son mot à dire. Napoléon, vous le voyez, va réussir à faire des victoires prodigieuses, à créer un empire français. Il est ici en vert foncé avec 130 départements. En vert plus clair, nous avons les États vassaux, notamment ceux qu'il va donner aux membres de sa famille. Et puis vous avez également, sous un autre vert, les protectorats. Et puis les États alliés provisoirement, l'Autriche, puisqu'il se marie avec une Autrichienne, et puis la Russie, la Prusse. Napoléon n'arrive pas à unifier l'Europe. Il lui manque le Portugal, il lui manque le Royaume-Uni, il lui manque la Suède, il lui manque également l'Empire ottoman. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il abolit le fameux Saint-Empire romain germanique. Eugène de Beauharnais, qui était le fils adoptif de Napoléon Ier, et qui dit ceci, qui est très extraordinaire. En 1809, c'est au moment où Napoléon est à l'apogée de sa gloire. L'empereur se trompe sur l'état de l'Europe. Peut-être les souverains qui doivent à son appui un accroissement apparent de puissance se trompent-ils eux-mêmes sur les dispositions de leurs sujets.
Mais les nations ne se trompent pas sur la domination qu'exerce sur elles une seule nation, ou plutôt un seul homme. Ils ne seront jamais nos alliés de bonne foi. Ces peuples dont la défaite a fondé notre gloire et dont nos succès ont fait le malheur. Déjà humiliés comme vaincus, comme tributaires, ils ont vu leur souverain recevoir dans leur propre capitale les ordres d'un souverain plus grand. Ils les voient aujourd'hui appelés dans la sienne comme pour orner son char. Les humiliations qui pèsent sur des nations entières portent tôt ou tard des moissons de vengeance. Quelques années après, les prophéties, les analyses d'Eugène de Beauharnais se vont vérifier. En 1814, donc, Napoléon perd le pouvoir. Vous savez qu'il reviendra brièvement en 1815 pour les 100 jours. Mais enfin, disons qu'il perdrait vraiment le pouvoir en 1814. Et à ce moment-là, les États européens décident d'imposer aux Français le retour des Bourbons. Et comment se font-ils à cette époque? Eh bien, Frédéric Guillaume III, le roi de Prusse, vient à Paris et la monnaie de Paris frappe une pièce qui est celle d'ici, qu'on appelle un ange de paix, avec marqué Gallia Redita Europae, la France rendue à l'Europe. François Ier, empereur d'Autriche, qui vient également à Paris avec ses troupes, on lui fait la même pièce. Et puis pour le pacificateur de l'Europe, le tsar Alexandre Ier de toutes les Russies, c'est-à-dire que la France, battue par les troupes coalisées, qui vont venir réimposer les Bourbons que les Français avaient chassés à la Révolution, ceci est on en porte témoignage dans ces médailles sous l'intitulé que la France est rendue à l'Europe. Comme du temps de Dante contre Philippe le Bel, vous vous rappelez, comme lors de l'attaque des armées coalisées contre la France révolutionnaire, l'Europe est ainsi toujours un principe réactionnaire. Toujours dans notre histoire, invoquer la nécessité d'aligner la France sur le reste de l'Europe, ça a toujours été historiquement le moyen de réprimer la volonté française de liberté politique et sociale et d'indépendance nationale. On va donc faire revenir le frère cadet de Louis XVI, Monsieur, frère du roi, qui est donc désormais l'héritier de la couronne, il s'appelle Louis. En 1814, Louis XVIII revient d'exil, et quel est le motif qui est invoqué? Il porte la paix du monde. Encore une fois, l'Europe imposant à la France son ordre, imposant à la France des mesures contre-révolutionnaires, invoque ça au nom de la paix. Il porte la paix du monde. Et puis, il ne va pas faire que ça. Il va décider d'accorder aux Français une charte constitutionnelle. C'est à la demande d'ailleurs des Prussiens, des Russes et des Autrichiens. Alors regardez cette médaille, elle est quand même tout à fait extraordinaire. On voit ici Louis XVIII qui donne une charte qu'il a rédigée, qui est sur le fonctionnement des pouvoirs publics, et voici les Français, c'est-à-dire en réalité des nobles, qui sont censés l'approuver, c'est-à-dire en se mettant quasiment à quatre pattes. Ainsi donc, on voit apparaître quelque chose de très extraordinaire. Le drapeau français, bleu, blanc, rouge, d'un seul coup disparaît. C'est la Restauration. Et on voit réapparaître, logiquement, les fleurs de lys, c'est-à-dire la preuve de la souveraineté céleste. Désormais, le peuple n'a plus son mot à dire. On voit donc bien une typologie extrêmement explicative de notre histoire. Vous avez la souveraineté nationale d'un côté et vous avez la souveraineté céleste de l'autre. Dans la souveraineté nationale, le peuple impose une constitution et Louis XVI est obligé de jurer qu'il va la respecter. Le peuple décide, le dirigeant obéit. Et le drapeau, c'est le drapeau du pouvoir du peuple. Et puis vous avez l'autre conception, c'est la conception de la souveraineté de droit divin. Dans cette condition, le dirigeant impose une pseudo-constitution au peuple, le dirigeant décide, le peuple obéit, et le drapeau est celui du pouvoir céleste. Comme vous le savez, la Restauration va donc durer que 18 ans, et en 1848, il y a une nouvelle révolution donc dans ce système extrêmement instable qui est devenu la France. Et donc, lors de cette Deuxième République, d'un seul coup, sont édités
des médailles qui représentent ici liberté, égalité, fraternité. Là, on voit réapparaître le souci de la République. Sur une médaille, on lit guerre aux tyrans, gloire aux citoyens français qui ont rétabli la République, guerre aux tyrans, les hommes sont égaux devant la loi, et on rétablit le drapeau bleu, blanc, rouge. En réalité, qui avait déjà été accepté par Louis-Philippe pour être précis, mais l'on voit disparaître les symboles de la souveraineté céleste. Et puis, c'est une nouvelle fois le peuple français qui a imposé sa liberté à l'Europe et qui a ensuite inspiré les autres peuples d'Europe. Ce n'est pas l'inverse. C'est quand même très essentiel à comprendre, c'est que la révolution de 1848 va provoquer en chaîne toute une série de mouvements de libération dans le reste de l'Europe. C'est encore une fois la France qui en aura pris l'initiative. Alors tout ceci nous mène au coup d'État du 2 décembre 1851, puisque le premier président de la République, qui avait été élu, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, eh bien, décide de faire, en réalité, comme son glorieux ancêtre, et donc il décide de recréer l'Empire. Et logiquement, voici que le drapeau français, là, il fait comme Napoléon, c'est-à-dire qu'il garde le bleu, blanc, rouge, mais il en fait perdre le sens, puisqu'il le parsème, non pas de fleurs de lys, ni d'étoiles d'or, mais d'abeilles d'or, et de son blason au centre, qui sont tous des symboles de souveraineté céleste. Il crée le Second Empire, c'est-à-dire il évacue le problème des élections, et désormais le pouvoir, c'est lui. C'est lui, et puis ce sont ses successeurs. Vous savez que tout ceci se termine en désastre, en 1870, et par ironie, les Français certains frapperont des médailles ironiques, où on verra ici Napoléon avec un casque à pointe, de l'armée allemande, avec marqué autour Napoléon III, le misérable, 80 000 prisonniers. Et puis, Empire français donnera une nouvelle médaille sarcastique, ça c'est l'avers de la médaille, avec Vampire français, 2 décembre 1851, c'est le coup d'État, 2 septembre 1870. C'est la chute du Second Empire qui arrive avec ce désastre de la bataille de Sedan. On retire les oripeaux impériaux et la question se pose de savoir que va devenir donc la France. C'est la Commune de Paris au moment où les Prussiens sont là. La Commune de Paris, on peut dire premier gouvernement révolutionnaire de l'histoire. Vous savez que Marx en parlera beaucoup. La Commune de Paris qui va durer du 18 mars 1870 au 28 mai 1871. C'est une France, une partie de la France qui se reconnaît en elle. Et puis, une autre partie de la France, c'est la France versaillaise, avec le gouvernement de Thiers, qui, elle, accepte les conditions imposées par le vainqueur. Donc on a ceux qui refusent, c'est la Commune de Paris, et ceux qui l'acceptent, c'est la France versaillaise. Comme vous le savez, la Commune sera réprimée, et la question va se poser, après la répression de la Commune, de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait? Quel régime prend-on? Une grande partie de la droite se tourne alors vers le comte de Chambord, qui est donc le fils du duc de Berry, le petit-fils de Charles VI. Il s'appelle Henri. Et donc tout le monde l'appelle Henri V. Ça y est, les choses sont faites, il va monter sur le trône. C'est la seule chose qu'il faut pour que vous montiez sur le trône, c'est accepter le drapeau bleu, blanc, rouge, qui est celui de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que vous serez roi, mais ça veut dire qu'il y aura aussi des députés qui seront élus par la nation, et que vous n'aurez pas tous les pouvoirs. Et Henri V dit non. Il refuse. Ma personne n'est rien, mon principe est tout. Le futur Henri V, alors que tout est déjà prêt, il dit je ne monterai sur le trône que si on réinstaure le drapeau de mes ancêtres. Alors vous connaissez cette histoire. Beaucoup de gens ont dit que finalement il avait refusé de monter sur le trône pour une histoire de couleur de drapeau. Non. C'était pas une histoire de couleur de drapeau, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus important qu'une couleur de drapeau. C'est qu'en réalité, il y avait deux conceptions fondamentales de l'organisation des pouvoirs publics. Lui, il voulait réinstaurer, grosso modo, une monarchie de droit divin, où il était celui qui décidait et qui justifiait son pouvoir parce qu'il était tout simplement justifié par Dieu. Alors que les autres, qui étaient plus réalistes, qui prenaient en compte ce qui s'était déroulé depuis
quand même maintenant un certain nombre de décennies. Ça faisait quand même 90 ans après la Grande Révolution française. On disait, bon, le temps a coulé. Il faut maintenant se moderniser. Vous ne pouvez pas, Majesté, refuser au peuple de pouvoir s'exprimer et d'être le souverain. Donc Henri V a refusé. Et c'est ainsi que la France, donc, n'est pas redevenue une monarchie. Quand il disait « ma personne n'est rien, mon principe est tout », c'est justement ce principe-là dont l'écrasante majorité des Français, même de droite, ne voulait plus. Les Français voulaient quand même avoir leur mot à dire. Et c'est ainsi que la Troisième République s'est installée dans les meubles, vous le savez, par un simple amendement voté à une voix de majorité, l'amendement Vallon, qui a dit le président de la République est élu pour 7 ans, qui crée le septennat au passage, et vous savez qu'il n'y a pas eu de constitution. Pour la Troisième République, il y a eu une série de textes législatifs pris un petit peu au débeauté, comme ça, sans l'air de rien, et que la Troisième République est apparue par petits morceaux. Ça n'est pas allé de soi, puisque les premiers présidents de la République, notamment Thiers et MacMahon, étaient monarchistes. Et il y a eu notamment l'affaire du 16 mai 1877 où le président MacMahon a voulu faire prévaloir une conception, comment dirais-je, quasi monarchique de la présidence de la République, et où il a été battu. La Troisième République est ce qui a contribué à forger la France contemporaine, avec des acquis tout à fait considérables. Jules Ferry, qui, le 16 juin 1881, institue l'enseignement primaire gratuit, qui est une révolution. Le 29 mars 1882, c'est l'enseignement primaire obligatoire pour les garçons et les filles, gratuit et laïque. En 1882, pour les garçons et les filles, gratuit et laïque. Il y a beaucoup de pays au monde actuellement qui ne disposent pas de ça, et malheureusement, de plus en plus en France, l'enseignement primaire obligatoire pour garçons et filles n'est plus gratuit et de moins en moins laïque, puisque de plus en plus, maintenant, on va vers une France qui se communautarise. Et puis le 9 décembre 1905, c'est Aristide Briand qui fait voter la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui sont des très grands acquis de la République, qui fondent notre pacte républicain de nos jours. Être français, c'est refuser le communautarisme, c'est considérer que nous sommes tous identiques, quelle que soit notre religion, notre sexe, notre couleur de peau, nos origines, nos convictions. Être français, c'est imposer la laïcité pour ne connaître que des citoyens libres et égaux. La France, c'est un principe d'émancipation. Eh bien, le 18 janvier 1871, les troupes prussiennes sont en France, sont à Paris, parce que la Prusse, depuis que Louis XV, avec le traité d'Aix-la-Chapelle, vous vous rappelez, a donné la Silésie à Frédéric II, eh bien la Prusse a fait son petit bonhomme de chemin. Il se trouve que la Prusse a découvert un homme d'État extraordinaire, un des plus grands hommes d'État qu'ait connu l'Europe dans son histoire, qui est le prince Otto von Bismarck, et qui va faire, à partir du royaume de Prusse, va agrandir, notamment après la bataille de Sadowa en 1866, où la Prusse bat notamment l'Autriche. Il va agrandir considérablement le royaume de Prusse, et après la bataille contre la France, dans le piège grossier dans lequel Napoléon III est tombé, Bismarck conseille au roi de Prusse, Guillaume Ier de Hohenzollern, de relever à son tour le titre d'empereur. Donc Guillaume Ier de Hohenzollern, sur les conseils de Bismarck, va faire la même chose que Napoléon III, que Napoléon Ier, que Othon Ier, que Charlemagne, c'est-à-dire qu'à son tour, il va se dire « c'est moi le roi du monde, c'est moi qui suis empereur ». Et pour humilier au maximum les Français, cette proclamation du Deuxième Reich va se passer dans la Galerie des Glaces du château de Versailles, puisque les troupes prussiennes occupent la capitale française à cette époque-là. Résultat, un nouvel empire maintenant extérieur menace la France. Voici ce qui est devenu l'Empire, le Deuxième Reich, c'est l'ensemble des documents de couleur, avec progressivement les différents États qu'a agrégé autour de le royaume de Prusse, donc qui est originaire de cette partie tout à fait orientale de l'Allemagne. Et puis vous voyez ici, il s'agit de l'Alsace, les deux départements d'Alsace et de la Moselle, qui sont enlevés à la France donc en 1871, qui sont agrégés au Deuxième Reich et qui vont cristalliser la rancœur des Français jusqu'à la Première Guerre mondiale. Pensons-y toujours, n'en parlons jamais, disait-on. Et donc, cette espèce de revanche qui va nourrir, qui ne sera pas pour rien, dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale.
la guerre de 14-18 sera l'apogée de la destruction, de l'autodestruction des pays d'Europe. Elle va se terminer en 1918 par l'effondrement des empires centraux, l'effondrement de l'empire d'Autriche-Hongrie et l'effondrement du Deuxième Reich. Et de 1919 à 1923 va apparaître donc l'Europe des traités de paix avec le démembrement de ces deux empires. L'empire allemand reste relativement conservé. L'empire austro-hongrois, en revanche, est dépecé. Eh bien, quoi qu'il en soit, nous voici arrivés en 1940. Et en 1940, on explique aux Français que tout va très bien et que nous avons une ligne Maginot qui nous permet de survivre à tout. Et quiconque ose remettre en cause le dogme officiel en disant « mais et si ça ne marchait pas ?» quiconque se voit à ce moment-là mis de côté. Charles de Gaulle l'a écrit tout au long des années 30 et quand il évoquait la possibilité d'avoir un plan B, on le mettait de côté. C'était exactement de la même façon que lorsque quelqu'un qui s'exprimait, comme j'ai pu le faire moi-même voici plusieurs années, pour dire « et si l'euro ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on met quelqu'un comme moi dans un placard parce qu'on n'a pas le droit de poser ce genre de questions. Le résultat, quand on a cette politique de l'autruche, quand on refuse d'envisager des plans B et les scénarios où les choses ne se passent pas, eh bien, ce qui se passe, ce sont des défaites à plate couture. Vous savez que ce qui s'est passé en 1940, c'est l'offensive de Guderian dans les Ardennes et le fait que, eh bien, la ligne Maginot, elle a duré ce qu'elle a duré, c'est-à-dire qu'elle a duré quelques heures et que la France a été en réalité complètement enfoncée. Complètement enfoncée, et on a vu réapparaître quoi? Eh bien, de nouveau, un nouvel empire avec un aigle. Décidément, l'histoire se répète sans arrêt et je voudrais vous montrer cette extraordinaire chose. Vous vous rappelez l'orbe impérial, et voici une médaille qui est frappée à cette époque, et si on retourne la médaille, eh bien on voit apparaître le portrait d'Adolf Hitler, le Führer, le chef des Allemands. Une autre médaille également de cette époque est tout à fait intéressante, c'est une médaille allemande de Karl Goetz de 1940, où on voit à gauche le portrait d'Hitler, et à droite, on voit cette chose extraordinaire qui est un chêne, avec, vous voyez, des rejets. Et ce qui est intéressant, ce sont les dates. 936, c'est l'Empire ottonien, c'est le Saint-Empire romain germanique, c'est le Premier Reich. Et puis, 1871, c'est le Reich bismarckien, j'en parlais tout à l'heure, c'est lorsque Bismarck donne conseil à Guillaume Ier de proclamer l'Empire dans la Galerie des Glaces. Et puis, 1940, c'est Adolf Hitler qui baptise son régime le Troisième Reich hitlérien. Qu'est-ce qu'il faut en tirer? Il faut en tirer comme conséquence que c'est la volonté impériale qui est la source des guerres. La principale source des guerres, elle ne vient pas des nations, comme on veut toujours nous le dire. C'est plus compliqué que ça. Ça vient d'une nation qui, d'un seul coup, décide de se muer en un empire, décide d'un seul coup d'imposer sa loi aux autres nations. La Troisième République se termine en 1940, comme vous le savez, avec le vote à Vichy qui accorde les pleins pouvoirs à Pétain. Il y a seuls 88 députés qui refusent. Et donc, arrive un nouveau régime, un régime de collaboration. Et ô merveille de l'héraldique, voici ce qui arrive avec le nouveau régime. C'est l'État français de 1940-1944, le drapeau personnel de Pétain, avec une francisque et des étoiles d'or. Décidément, à chaque fois qu'un symbole d'or arrive sur le drapeau national, c'est toujours, depuis des siècles, depuis maintenant un millénaire, lorsque l'on vole aux Français leur souveraineté et lorsqu'on veut leur imposer des décisions qu'ils ne veulent pas. Au même moment, et ça permet de bien comprendre les deux visions de la France. Au même moment, Charles de Gaulle, le 18 juin 1940, donc part à Londres, vous le savez mieux que moi, il dit, le dernier mot est-il dit, l'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. C'est ça que dit de Gaulle et c'est ça qui montre ce que c'est qu'être français. Être français, c'est hésiter entre se soumettre à l'empire au nom d'une prétendue fatalité
ou bien, au contraire, lui résister, même si tous les éléments sont contraires, au nom de la France éternelle. Ça me mène à dire un mot sur ce que c'est que la collaboration. Parce que il y a, dans l'esprit de notre époque, on présente souvent les collaborateurs ou les vichistes comme si c'était des pro-nazis. C'est une erreur totale. C'est une erreur totale. C'était pas ça. Comme au temps de la guerre des Gaules, certains Français, c'était le cas des Éduins, certains Français, ils préfèrent finasser. Ils préfèrent jouer sur tous les tableaux, ils préfèrent collaborer. Vous avez ici Pétain, son dauphin, l'amiral Darlan, et enfin le président du Conseil, Pierre Laval. Ce qui est la marque de ces trois personnes, c'est pas du tout qu'ils étaient pro-allemands, c'est que Pétain, il était pétainiste, Darlan, darlanien, et Laval, lavaliste. C'est-à-dire qu'ils faisaient carrière. Leur objectif numéro 1, c'était de faire carrière, quelles que soient les contraintes du moment. Et donc, je feinasse, je suis d'un côté et de l'autre, je ménage, je joue sur tous les tableaux. C'est-à-dire exactement l'antithèse même de De Gaulle. Pétain, par exemple, prétendait être un héros de l'histoire de France. Il prétendait être un résistant à l'occupation étrangère à l'égal de Vercingétorix ou de Jeanne d'Arc. Ici, voici un document d'époque de Vercingétorix à Pétain. On voit d'ailleurs les étoiles d'or au passage. Et Pétain prétend tout simplement être dans la lignée de Jeanne d'Arc. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Il se prétend un résistant. Ici, on le voit, toujours dans cette documentation, n'est-ce pas? Je fais à la France le don de ma personne. Il prétend être la Jeanne d'Arc des temps modernes, alors qu'en fait, il ne fait qu'entretenir une ambiguïté savante entre les autorités allemandes. Faut donc faire très attention. La grande majorité de ce qu'on appelle les collabos ne disaient pas qu'ils étaient pro-allemands, ils affirmaient au contraire être patriotes et servir la France. Êtes-vous plus français que lui? C'étaient les affiches de Pétain. Autre élément de l'histoire récente qui est complètement passé sous silence, c'est qu'en réalité, à Vichy, les États-Unis avaient une ambassade. Et les États-Unis ont maintenu leur ambassade jusqu'à la fin de 1942. Ça veut dire que De Gaulle est allé se réfugier à Londres le 18 juin 1940. Assez rapidement, le gouvernement de Churchill a reconnu la France libre, donc a fermé son ambassade à Vichy. Mais les Américains, pas du tout. Les Américains n'ont jamais voulu reconnaître De Gaulle, jusqu'au moment où ce n'était plus possible de faire autrement. Les États-Unis ont fermé leur ambassade à la fin 1942, c'est-à-dire que les États-Unis étant entrés en guerre contre l'Allemagne et le Japon à la suite de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, les États-Unis étaient en guerre contre l'Allemagne à partir du 8 décembre 1941 et jusqu'en novembre 1942, ils ont maintenu une ambassade à Vichy, tout en étant en guerre contre l'Allemagne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le maréchal Pétain recevait toutes les semaines, dans son bureau à Vichy, on en voit ici une photo, l'ambassadeur des États-Unis, l'amiral William Leahy, qui était un très proche du président Roosevelt. Et qu'est-ce que disait Pétain à l'amiral Leahy? Il lui disait, en gros, ne vous en faites pas, je suis avec vous. La quintessence de toute collaboration, c'est donc la soumission servile à l'étranger, quel qu'il soit. C'est l'acceptation de toutes les compromissions, c'est la conviction que la France ne fait pas le poids. Le discours constant du régime de Vichy consistait à dire aux Français, vous êtes nuls, c'était l'autodénigrement de la France, nous avons beaucoup péché, nous avons eu le Front populaire, on a pris des mauvaises habitudes, nous devons prendre exemple sur l'étranger. En réalité, Franklin Roosevelt et le gouvernement américain préféraient de très loin Pétain et le régime de Vichy à De Gaulle et à sa France libre. Et si vous avez des doutes, lisez tout simplement les mémoires de guerre et vous en apprendrez de belles sur les coups pendables que Roosevelt a fait à De Gaulle. Il y en avait un autre qui était un petit malin, c'était Pierre Laval. Par le mariage de sa fille, Pierre Laval avait tout simplement des liens de famille, éloignés il est vrai, mais quand même, avec le président des États-Unis en exercice, avec Roosevelt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'ailleurs, Pierre Laval était allé
aux États-Unis dans les années 30. Il avait été fait homme de l'année par le magazine Time en 1931, où il avait été reçu justement par le président des États-Unis, par Theodore Roosevelt, avec lequel il était proche. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Laval avait assuré ses arrières. Pendant qu'il affirmait souhaiter la victoire de l'Allemagne dans son discours du 22 juin 1942, à peu près au même moment, son gendre René de Chambrun était reçu à la Maison-Blanche par Franklin Roosevelt pour négocier la suite des événements. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque les Américains ont reconnu le gouvernement Darlan après l'opération Torche en Afrique du Nord, Darlan étant le dauphin de Pétain qui dirigeait l'Afrique du Nord, les Américains interviennent en Afrique du Nord, le dauphin Laval se rallie aux Américains, et les Américains maintiennent Darlan en poste, en fonction, au grand scandale évidemment des gaullistes. Et Roosevelt fait dire à De Gaulle, je traite avec Darlan parce qu'il me donne l'Afrique du Nord, je traiterai demain avec Pétain et avec Laval lorsqu'ils me donneront Paris. Le plan des Américains, c'était après la Seconde Guerre mondiale, d'avoir et d'installer Pétain et Laval à Paris. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aura lieu justement la création du Conseil national de la résistance. C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles le CNR va se créer, mais seulement à cette époque-là. C'est lorsque d'un seul coup les Français se rendent compte qu'ils sont passés de Caraïbes dans Silla et qu'après l'Allemagne nazie, on va avoir l'Amérique qui va nous imposer le même genre d'Olibrius à la tête de la France. De même que l'esprit de la collaboration, c'est la Légion des volontaires français, vous entrez les premiers dans la grande famille européenne. Ou encore, ici, cet appel, ce message du maréchal Pétain, chef de l'État, n'est-ce pas, qui recommande donc aux Français de participer à une croisade contre le bolchevisme, hein, c'est votre pays que vous protégez ainsi en sauvant également l'espoir d'une Europe réconciliée. Comme au temps de la Révolution française, comme sous la Restauration, certains préfèrent l'Europe à la liberté et à l'indépendance de la France. À cette époque-là également, eh bien, le maréchal Pétain remettait, on le voit sur cette photo historique, en avril 1943, la Francisque numéro 2202 à un jeune ambitieux qui avait les dents qui rayaient le parquet, qui s'appelait François Mitterrand. Et François Mitterrand, vous savez que la Francisque, pour obtenir cette décoration, elle ne tombait pas du ciel, il fallait la demander et se faire parrainer par 2 personnes. Et il fallait, avant de l'avoir reçue, signer une promesse. Il y avait un formulaire donc que François Mitterrand a dû remplir pour obtenir la promesse, pour obtenir la décoration. C'était un serment. Je fais don de ma personne au maréchal Pétain, comme il a fait don de la sienne à la France. Je m'engage à servir ses disciples et à rester fidèle à sa personne et à son œuvre. Monsieur Mitterrand est en effet resté fidèle à l'œuvre du maréchal Pétain, puisque c'est François Mitterrand qui a signé le traité de Maastricht. Au même moment, à peu près, que François Mitterrand recevait la Francisque, Charles de Gaulle prononçait dans son discours d'Alger du 3 novembre 1943 cette phrase qui résume finalement toute la pensée de tous les résistants de toutes les époques de l'histoire de France. 20 siècles d'histoire sont là pour attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. La Ve République, elle a été fondée par Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle, c'est qui? Eh bien, c'est l'homme qui a toujours dit non. Hitler prétendait bâtir une nouvelle Europe. Hein? Das neue Europa ist unschlagbar, disait-on dans les documents nazis. La nouvelle Europe est invincible. Europas Freiheit, c'était la liberté de l'Europe pour laquelle se battait prétendument Adolf Hitler. Échec à l'ennemi de l'Europe, il s'agissait de l'Angleterre qui était traitée d'ennemi de l'Europe. Hein. Europas Sieg, dein Wohlstand, c'est-à-dire la victoire de l'Europe, c'est ton bien-être. Eh bien, c'est à ceci que Charles de Gaulle a dit non. Il a dit non à la volonté hégémonique de l'Allemagne et il a dit non à la nouvelle Europe. Mais lorsqu'ensuite, il est arrivé aux affaires, en tant que président de la Ve République, il a dit non. Il n'a pas seulement dit non, il n'avait plus besoin de dire non à l'Allemagne. Il a dit non à la volonté hégémonique de l'URSS
en maintenant la France dans le camp occidental, en soutenant Kennedy contre Khrouchtchev lors de la crise de Cuba en 1961. Mais De Gaulle, il n'a pas fait que ça. Ensuite, il a dit non aussi à la volonté hégémonique des États-Unis d'Amérique. Il a dit non à Dwight Eisenhower et au traité de la CED en 1954. Il a dit non à Lyndon Johnson et à l'intervention militaire en Indochine, avec ici son discours de Phnom Penh de septembre 1966. Il a dit non au privilège du dollar et au déficit de la balance des paiements américaine en 1965 dans sa conférence de presse restée célèbre. Il a dit non à l'OTAN, au commandement militaire intégré de l'OTAN. Il a dit non à la construction d'une Europe supranationale sous tutelle de Washington. Voilà l'homme qui a dit non, tout ça pour préserver la souveraineté et l'indépendance de la France. Mais il ne disait pas non à tout. Il disait oui à l'amitié et à la coopération franco-allemande. Il disait oui à des relations d'égal à égal avec les États-Unis d'Amérique. Il disait oui au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avec son discours de Brazzaville. Il a dit oui à la Chine de Mao en 1964 pour faire contrepoids justement à l'hégémonie américaine. Il a dit oui à la coopération franco-britannique au moment même où il refusait que la Grande-Bretagne entre dans le marché commun pour les raisons que j'exposerai dans ma conférence de demain soir. Il a dit oui parce qu'il ne s'agissait pas d'être anti-anglais, il s'agissait simplement de réfléchir à ce qui était dans tous les domaines les meilleurs intérêts pour la France. Il a dit oui à la coopération franco-soviétique. C'est lui qui a lancé la politique de détente à partir de 1966 en créant notamment la grande commission mixte franco-soviétique. C'était pas qu'il était devenu communiste, c'est simplement qu'il voulait avoir des relations d'État à État et qu'il voulait que la France joue un rôle mondial et que tout accord avec des puissances comme l'Union soviétique ou la Chine permettait d'affaiblir la volonté hégémonique des États-Unis. Il a dit oui à l'indépendance militaire de la France, notamment avec la force de frappe nucléaire. Il a dit oui à la coopération internationale. C'est lui qui a créé Airbus. La Commission européenne n'est pour rien dans Airbus. Airbus n'étant rien une création européenne, c'est une coopération internationale. Et qu'est-ce que notre histoire nationale nous enseigne pour les temps à venir? Eh bien, vous vous rappelez Pétain et toute notre histoire. Lorsqu'on voit les étoiles d'or qui réapparaissent, c'est toujours mauvais signe. Eh bien, qu'est-ce qui ressemble le plus à cette Francisque bleu, blanc, rouge avec des étoiles d'or que ce symbole que nous voyons ici? Horreur! Comme de si nombreuses fois dans l'histoire de France, revoilà l'héraldique du despotisme et de l'empire. Revoilà sa volonté d'écraser notre liberté, notre souveraineté et notre indépendance nationale. Les étoiles d'or sur fond bleu sont de retour. Ainsi donc, on peut mesurer cette étonnante pulsation de l'histoire de France. L'histoire se répète, encore et encore et encore. Rappelez-vous comment elle a commencé avec l'héraldique céleste, le drapeau bleu aux fleurs de lys d'or, ou blanc aux fleurs de lys d'or, ça dépend de quoi on parle. Enfin, symbole de la monarchie française. Vous vous rappelez? Ensuite, voilà, bleu ou blanc. Et puis, la Révolution française, avec l'apparition de la souveraineté nationale, la disparition de tous les symboles d'or, et puis le bleu, le blanc et le rouge, qui sont le symbole du peuple français, qui essaye de mettre la main sur la souveraineté. Et puis, vous vous rappelez la suite. La suite, c'est Napoléon, qui fait revenir les symboles d'or pour montrer qu'il retire au peuple sa souveraineté. Et puis, vous savez la suite, c'est la restauration des Bourbons qui reviennent sur le drapeau de la monarchie française avec les fleurs de lys. Et puis vous connaissez la suite, c'est la Deuxième République où on voit de nouveau revenir la souveraineté nationale, la souveraineté populaire avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Et puis quoi? Et puis après, vous savez que c'est le coup d'État de Napoléon III. Et on voit réapparaître la souveraineté céleste et on retire aux Français la souveraineté nationale, on leur met des étoiles, là en l'espèce ce sont des abeilles d'or. Et puis c'est l'arrivée de la Troisième République
de nouveau, on revient en République et on rend aux Français leur souveraineté nationale. Et puis, après la Troisième République, c'est Vichy. On retire aux Français leur souveraineté nationale et on voit réapparaître ces étoiles d'or décidément maléfiques. Et puis, on voit réapparaître ensuite la Cinquième République avec De Gaulle, où on rend aux Français leur souveraineté. Et puis, voici ce qui est en train d'arriver à notre époque. Revoici ces calamiteuses étoiles d'or. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est encore une fois le même cycle qui continue. C'est que on a encore une fois repris aux Français leur souveraineté nationale. À chaque fois, c'est différent, vous l'avez noté. C'est l'un des grands principes de l'histoire. L'histoire ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. À chaque fois, elle emprunte de nouvelles formes. L'Empire se transmute. Mais c'est au bout du compte toujours la même histoire qui se répète. Ainsi donc apparaît enfin, en pleine lumière, la compréhension. Je suis, si vous me le permettez, la chouette d'Athéna qui vous apporte la solution. Nous avions, vous vous rappelez, la souveraineté nationale. Le peuple impose une constitution aux dirigeants, Louis XVI qui prête serment, et puis le pouvoir est celui du pouvoir du peuple, c'est le drapeau tricolore. Et puis ici, c'est le dirigeant qui impose une pseudo-constitution au peuple, et le drapeau, c'est celui du pouvoir céleste. Eh bien, les choses n'ont pas changé. Remplaçons simplement, dans un cas, dans la souveraineté nationale, c'est la constitution de la Cinquième République. Et dans l'autre cas, eh bien, c'est tout simplement la Constitution européenne. La Constitution européenne est le drapeau européen qui est celui du pouvoir céleste. Et vous avez tout compris. Vous avez tout compris de ce qui nous arrive, de ce qui nous est déjà arrivé un nombre de fois incalculable. Vous vous rappelez qu'au début de cette conférence, je vous disais quelque chose qui n'est jamais arrivé, a pratiquement aucune chance d'arriver jamais. C'est le cas de l'unification de l'Europe. Depuis plus de 2000 ans, l'Europe n'a jamais été unifiée. Donc c'est pas maintenant que ça va se faire. En revanche, quelque chose qui est toujours arrivé va se reproduire, eh bien c'est ça. Alors c'est très négatif, mais c'est aussi très positif. Parce que nous savons la suite. Nous savons que ça ne marche pas. Nous savons que sur long terme, les Français ne l'acceptent pas. La stratégie de la France, c'est devenu la construction européenne. On nous assure que la France, rompant avec plus de 2000 ans d'histoire, doit devenir ce qu'elle a toujours refusé depuis 2000 ans, c'est-à-dire une nation ayant perdu sa liberté et qui se laisse vassaliser par un empire étranger. Quel empire? Oh, c'est pas très compliqué. Cherchez l'aigle. Vous savez, c'est comme dans les crimes. On dit chercher la femme ou chercher le... Là, quel empire? Cherchez l'aigle. On a eu l'aigle de l'Empire romain, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle de l'Empire byzantin, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Saint-Empire romain germanique, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle de l'Empire napoléonien, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Deuxième Reich bismarckien, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Troisième Reich hitlérien, qui a voulu unifier l'Europe. Et puis tous ces empires, tous, se sont désintégrés et on voit apparaître un nouvel aigle, l'aigle du nouvel empire qui veut nous dominer, c'est l'empire américano-atlantiste, qui lui aussi a son aigle et qui lui aussi terminera, comme les précédents, par sa désintégration. Et nous pouvons en être sûrs puisque toute l'histoire nous le donne raison. La seule question qui se pose, encore combien de temps? Puisque M. Mitterrand, qui a été 14 années à la tête de la France, qui a été président de la République, quelques semaines avant de mourir, a livré son testament politique à Georges-Marc Benamou dans un livre qui s'appelle Le Dernier Mitterrand, paru chez Plomb en 1997. Et voilà ce que dit le président de la République qui venait de quitter ses fonctions. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant
une guerre à mort. Ça n'est pas François Asselineau qui dit ça, c'est François Mitterrand. C'est quelqu'un qui a été 14 ans à la tête de l'Élysée, qui avait le code nucléaire. Alors si quelqu'un comme ça fait cette déclaration normalement, dans un pays normalement constitué, dans le pays de Voltaire et de Montesquieu, dans le pays de Jean-Jacques Rousseau, de Clémenceau et de De Gaulle, ça devrait faire l'objet de débats publics. Personne n'en parle jamais.